Aujourd'hui, on se plonge dans un décryptage vraiment fascinant du livre Les mystères de la gauche de Jean-Claude Michéa. C'est une analyse qui s'attaque à une question centrale de notre époque. Pourquoi les classes populaires, les gens ordinaires en fait, se sentent-elles de plus en plus déconnectées de la gauche moderne? Le but ici, c'est pas de prendre parti, mais bien d'explorer, ensemble, les rouages de cette rupture historique assez incroyable. Et pour entrer dans le vif du sujet, on tombe d'emblée sur cette citation hyper percutante du philosophe Cornelius Castoriadis. Elle pose le problème direct, le vieux clivage historique entre la gauche et la droite serait tout simplement devenu obsolète. L'idée, c'est que ces deux camps ne proposent plus du tout des visions de la société fondamentalement différentes, mais se partagent juste la gestion d'un seul et même système global. C'est une thèse hyper audacieuse qui remet en question à peu près tout ce qu'on croyait savoir. Pour démêler tout ça, l'analyse procède en 5 étapes très claires. 1. Le paradoxe de la gauche. 2. Les racines du socialisme. 3. Le tournant Dreyfusard. 4. L'illusion du progrès continu. Et 5. Comment dépasser ce vieux clivage. On attaque donc tout de suite avec notre premier axe, le paradoxe de la gauche. En fait, la thèse de Michéa, c'est qu'on est face à un énorme paradoxe. Au fil des dernières décennies, la gauche officielle a fini par épouser totalement le marché mondialisé, tout en poussant à fond un libéralisme culturel. Sauf que ça s'est fait au détriment de sa mission historique, qui était justement de défendre les travailleurs ordinaires. Du coup, on observe une mutation vraiment radicale. Le discours est passé de la lutte des classes à une sorte de culte aveugle de la modernisation et de la croissance illimitée, en se focalisant presque uniquement sur des questions dites sociétales. Le résultat, c'est un abandon progressif des classes populaires. Elles se retrouvent en gros livrées à elles-mêmes, sans aucun filet de sécurité communautaire face aux lois impitoyables du marché. Ce qui nous amène naturellement à la deuxième partie, les véritables racines du socialisme. Parce qu'il faut bien réaliser un truc, c'est que le socialisme du 19e siècle, à la base, c'est pas du tout une simple extension du libéralisme de la Révolution française. C'est carrément son exact opposé. Face aux dégâts d'un capitalisme naissant qui isolait les individus, les premiers penseurs socialistes ont érigé la communauté, la solidarité et ce qu'ils appelaient la décence commune comme des remparts absolus. C'était une logique de protection. Et là, préparez-vous parce qu'on touche à un fait historique assez dingue et souvent totalement oublié. Des figures tutélaires comme Karl Marx ou Friedrich Engels prenaient explicitement leur distance avec la gauche. Ils ne se sont jamais, au grand jamais, considérés comme des hommes de gauche. C'est fou, non? La raison est simple, il suffit de regarder le contexte de l'époque. À ce moment-là, le paysage n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. La gauche, c'était la bourgeoisie industrielle, les libéraux, l'obsession du progrès matériel. La droite, c'était les vieux monarchistes et le clergé, l'ordre ancien en somme. Eh bien, le mouvement ouvrier naissant, il était coincé au milieu. Il se battait à la fois contre l'ancienne droite aristocratique et contre la nouvelle gauche libérale qui exploitait les travailleurs dans les usines. Alors, comment tout a basculé? C'est ce qu'on va voir avec notre troisième point, le tournant Dreyfusard. Pendant des décennies, on a eu des répressions ultra-violentes contre les ouvriers, orchestrées, paradoxalement, par des gouvernements républicains plutôt classés à gauche. On pense au massacre de juin 1848 ou à l'écrasement sanglant de la Commune de Paris en 1871. Donc l'ambiance n'était pas vraiment à la franche camaraderie. Mais tout change en 1899 avec l'affaire Dreyfus. Face à la menace très concrète d'un coup d'État de la droite monarchiste, le mouvement socialiste va accepter un pacte purement défensif et tactique avec ses anciens adversaires de la gauche républicaine. Sauf que ce fameux pacte, qui devait être strictement provisoire, est devenu définitif au fil du temps. Michéa affirme que c'est là que le mouvement socialiste, qui avait pourtant une identité bien à lui, s'est petit à petit dilué dans le grand camp du progrès de la gauche. Un camp philosophiquement très ancré dans les idéaux des Lumières et l'idée d'avancer à tout prix. Ce qui nous plonge directement dans la 4e étape, l'illusion du progrès continu. C'est peut-être l'idée la plus percutante de toute l'analyse. Libéralisme économique à droite d'un côté, libéralisme culturel à gauche de l'autre. Selon l'auteur, ce sont littéralement les deux faces d'une seule et même pièce. Le premier exige l'abolition des limites sur le marché et le second exige l'abolition des limites sur les mœurs et la morale. Au bout du compte, les deux s'additionnent pour créer une société de marché globalisée sans absolument aucune entrave. En fusionnant avec la gauche, l'anticapitalisme a gobé ce qu'on appelle le sens de l'histoire, cette croyance aveugle qu'il faut toujours moderniser, toujours détruire l'ancien pour faire du neuf, mais le revers de la médaille est terrible. Ça engendre la destruction silencieuse des liens traditionnels et un mépris assez féroce pour les classes moyennes ou les modes de vie populaires qu'on traite très vite de ringards ou d'archaïques. Pour rendre ça super concret, regardons l'obsolescence programmée. Prenez le fameux cartel des ampoules Phébus en 1925, qui a sciemment réduit la durée de vie des ampoules pour assurer des ventes infinies. C'est l'exemple parfait. Le soi-disant progrès technologique n'est plus du tout là pour satisfaire un besoin concret, mais devient juste un outil mécanique pour accumuler du profit. On privilégie la valeur marchande au détriment de l'utilité réelle. Et nous voilà à notre 5e et dernière partie,
dépasser le vieux clivage. Face à ce constat, le livre est très clair. Si on veut espérer fédérer un vrai mouvement populaire aujourd'hui, il faut impérativement inventer de nouveaux mots. Sortir de ce vieux ring gauche-droite qui tourne à vide. Tant qu'on n'aura pas un nouveau langage commun qui résonne avec le quotidien et la réalité des gens, toute tentative de grand rassemblement fera un flop monumental. Regardez bien ce tableau, le contraste est frappant. D'un côté, on a le grand logiciel du libéralisme moderne, partagé par la gauche et la droite institutionnelle, qui ne jure que par la croissance illimitée, l'hyper-individualisme et l'accumulation de capital. Et de l'autre, on a le projet du socialisme traditionnel, qui misait sur la communauté, la décence commune, l'émancipation humaine, et oui, l'acceptation de certaines limites nécessaires pour bien vivre ensemble. D'ailleurs, c'est pas juste de la théorie en l'air. L'analyse rappelle que de nombreux mouvements à travers le monde cherchent déjà des voies en dehors de ce cadre dépassé. Qu'il s'agisse des indignés en Europe, des apatistes au Mexique, du mouvement des 99% aux États-Unis, ou même si l'on remonte au fameux luditiste Citorix, tous ces groupes essaient, sur le terrain, de trouver de nouveaux symboles pour parler directement aux gens sans passer par les vieilles étiquettes partisanes. Ce qui nous amène à la conclusion de ce décryptage avec cette énorme question qui reste en suspens. Si cette fameuse opposition historique gauche-droite est effectivement devenue une coquille vide au service d'un marché sans limite, alors sur quels mots, sur quelles nouvelles valeurs va-t-on bien pouvoir bâtir la solidarité de demain ? C'est le défi posé par ce livre et honnêtement, ça laisse sacrément à réfléchir sur l'avenir de notre société.